Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce midi, une logique de purge de marché qui reste en place. La purge même repart de plus belle. On l'a vu hier sur les marchés américains avec une très forte baisse pour les indices actions aux États-Unis, la plus forte depuis l'été 2020. On a vu une baisse de quasiment 5%, notamment pour le Nasdaq et des titres poids lourds comme Apple, emblématique évidemment du marché américain, qui sont en train de s'enfoncer de plus de 20%. Apple est désormais bien entré en bear market avec une baisse de plus de 20% par rapport à son point haut de début d'année, du 3 janvier même précisément. Donc l'ambiance reste évidemment compliquée et négative sur les marchés d'actifs risqués. Dans le même temps, on notera quand même que la partie obligataire retrouve un peu d'intérêt dans ces périodes incertaines et compliquées. Le marché obligataire qui a intégré quand même une bonne partie du chemin de normalisation de politique monétaire des banques centrales, et désormais les taux servent de valeur refuge pour les investisseurs multi-actifs dans ces phases de baisse marquées. Voilà donc pour la situation de marché. On y reviendra avec nos invités dans cette émission, Frédéric Ducrozet, Pictet Wealth Management, et Franklin Pichard, Kipling Finance, qui seront avec nous pour analyser cette situation de marché et évoquer peut-être des pistes de stratégie d'investissement dans cette période compliquée. Quelles sont les stratégies qui fonctionnent, ou en tout cas celles qui protègent le plus aujourd'hui les investisseurs. Et puis noter du côté des entreprises, toujours des opérations capitalistiques. On notait hier évidemment CMA CGM et Air France KLM. Aujourd'hui, c'est un deal entre De Richebourg et Elior qui marque l'actualité. De Richebourg, spécialiste du service aux collectivités en général et du recyclage des métaux en particulier, a augmenté fortement sa participation dans le groupe Elior, service aux entreprises. De Richebourg possédait un peu moins de 5% du capital. Il possède désormais près de 20% du capital d'Elior. Une prise de participation qui s'est faite au prix de 5,65 € par action. Alors, ce qui est un prix jugé élevé peut-être par les investisseurs aujourd'hui, mais vu la chute du titre Elior qui a divisé par 2 depuis le début de l'année, ce prix correspond à peu près au cours boursier d'Elior justement au début de l'année 2022. On notera que le titre de Richebourg accuse une baisse de 13% à mi-séance sur le marché parisien. Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci d'être avec nous. La micro est rattrapée par la macro, c'est ce qui a marqué la séance d'hier et celle d'avant-hier, avec coup sur coup des warnings très lourds, sans préavertissement d'ailleurs de la part d'entreprises emblématiques américaines dans le domaine de la consommation de base, de la grande distribution, à savoir Walmart et Target. Et c'est un signal qui a été pris très au sérieux visiblement par les investisseurs, Frédéric. Oui, de par leur poids effectivement dans la capitalisation boursière, mais pas seulement, parce que la nature du message qu'ils délivrent, c'est à peu près l'opposé de ce qu'on espérait entendre aujourd'hui dans ce cycle des résultats qui tenaient en termes de marge, notamment. Il y a une dichotomie quand même encore assez grande entre cette image de l'inflation qu'on a aujourd'hui. Les chiffres sont ce qu'ils sont, elle est toujours très 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 élevée, et lorsqu'elle ralentit, ce n'est que très modestement, et puis des marges d'entreprise qui dans l'ensemble, avec des différences par région et par secteur bien sûr, mais tenaient. Donc l'idée que Walmart ou Target donne cette indication sur le comportement en fait du consommateur américain, qui est au cœur de cette question qu'on a aujourd'hui de policy mix. Est-ce que la Fed peut monter les taux en évitant une récession, pour résumer? Et toute indication des plus grands entreprises dans ce domaine est à prendre très au sérieux en termes de guidance, en termes de perspectives pour la seconde partie de l'année. On sait que l'inflation sera encore élevée, on sait que les salaires seront encore élevés, voire peut-être même accéléreront dans certains cas. Est-ce que les marges peuvent tenir? Eh bien, la réponse est beaucoup plus prudente. Alors, il faut la lire entre les lignes, mais les marchés l'ont bien comprise. Le consommateur américain, son comportement change. Et même si, la macro, encore une fois, le consommateur américain utilise par exemple la carte de crédit, il y a d'autres sources quelque part de financement, on sait qu'il y a énormément d'épargne aussi, l'image macro n'est pas complètement transformée, mais comme vous dites, ces inputs macro, ces indicateurs micro qu'on a maintenant aujourd'hui,
peuvent changer la donne ultimement au plan macro aussi et renforcer le risque, peut-être pas d'une récession, mais d'un ralentissement très marqué de l'économie américaine. Oui, oui. Et effectivement, vous faites bien de nuancer un peu les choses. On est encore dans une zone grise. On retient, parce que ce sont les dernières communications, celles de Walmart et de Target, mais quelques jours avant, on a eu Home Depot dans l'équipement et l'aménagement de la maison, où là, visiblement, même le début d'activité du deuxième trimestre est encore très fort, selon les propos de la direction. On avait eu précédemment aussi McDonald's, là aussi une entreprise emblématique avec quand même une consommation fréquente pour les Américains. Là aussi, le management de McDo, visiblement, ne voyait pas de baisse d'activité et voyait même une résistance du consommateur américain jusqu'à présent à la hausse des prix. Mais le risque augmente de voir une série de warnings importants peut-être sur les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés à partir du mois de juillet, Frédéric ? Très clairement, parce que je pense encore une fois qu'on a eu tout l'aspect d'e-rating et justement des valorisations de marché très mécaniques. Les taux montent, les taux réels montent, la Fed indique qu'elle va monter les taux, les valorisations rebaissent et entre nous, pour certains secteurs, y compris dans le Nasdaq, il y avait une forme d'excès, de survalorisation pendant les années de pandémie et le stimulus budgétaire qui a suivi, les taux très bas, le QE, on connaît l'histoire. Cet aspect-là, il est pricé, il est moins inquiétant pour le marché parce que si les taux montent, c'est une mauvaise nouvelle, mais on sait quelque part quelle est la route à suivre, le chemin à suivre, jusqu'où ça va aller. Elle est beaucoup plus incertaine et inquiétante quand ça touche la partie earnings, profit et croissance, parce qu'on ne sait pas, et parce qu'on est, je pense, fondamentalement toujours dans cette situation inédite, une pandémie, une guerre, la réouverture, tous ces chocs que déjà, isolément, on a très rarement, heureusement, on les a tous en même temps, on ne sait pas où ça va en termes de croissance et d'inflation, on est à un moment, aujourd'hui la photo est bonne, le bilan du consommateur est sain, il est toujours, encore une fois, bénéficie de plusieurs sources de revenus, le marché du travail est très fort, l'épargne est élevée, enfin voilà, il y a une image macro qui n'est pas du tout inquiétante, mais ces indicateurs de pricing power et de effectivement limite à la hausse des prix que les entreprises vont pouvoir passer depuis les matières premières et les salaires jusqu'au coût des biens finaux, elle est peut-être atteinte. Et en termes effectivement d'indication des entreprises, peut-être pas qu'au deuxième trimestre, mais plutôt au troisième, on risque d'avoir plus d'avertissements. Et je crois que tous ces cycles économiques aujourd'hui, ils sont très différents du passé, ils sont plus rapides, plus forts, plus violents. Et on peut imaginer une réaction de marché, comme hier, qui est également plus violente. Oui, réaction de marché très négative hier qui se fait dans un contexte où alors déjà les prix se sont quand même ajustés depuis des mois, Frédéric, et je regardais les derniers indicateurs de sentiment, que ce soit les investisseurs, le consommateur, tout ce qu'on veut, ces indicateurs sont au plus bas. On regarde les positions de cash dans les portefeuilles, BofA mène une enquête mensuelle auprès des grands gérants mondiaux. Frédéric, vous l'avez vu comme tout le monde, le cash est au plus haut depuis septembre 2001. On se dit qu'on a déjà des positions très prudentes, très défensives, des prix qui se sont déjà considérablement ajustés, et même cette situation de sentiment très négatif a du mal à déclencher ne serait-ce qu'un rebond de bear market, Frédéric. Mais c'est là que c'est inquiétant, parce que effectivement cette price action est inquiétante, dans le sens où on était arrivé quand même, je pense, au bout du processus, on pouvait toujours anticiper encore plus de hausse de taux de la Fed, mais l'inflation était en train de commencer à baisser, la Fed a commencé la réduction de son bilan, elle peut en faire toujours un petit peu plus, mais quand même, on n'imaginait pas beaucoup de mauvaises surprises en plus, et on arrivait au point où on pouvait imaginer même un rebond de marché. La semaine dernière, vendredi, l'action a été complètement l'opposé, avec l'idée que peut-être techniquement, même des séances comme celle d'hier peuvent présenter une forme de capitulation qui ensuite est la base d'un rebond des marchés qui ont leur propre dynamique. Mais en réalité, si c'est maintenant une alerte sur la croissance, et je le répète, sur l'aspect profit qui lui n'a pas été touché encore, c'est différent. Et malheureusement, ça veut dire effectivement qu'on peut être en bear market dans des segments plus larges que le seul Nasdaq ou la tech, mais parce que pour des bonnes raisons. Tout simplement, la question à laquelle on doit répondre, elle est binaire, récession par récession. Si c'est le seul cas favorable pour les marchés et l'économie au sens large, c'est d'avoir un ralentissement qui soit marqué, mais pas trop marqué au point de nous précipiter en récession. Ce scénario-là, c'est une ligne très fine sur laquelle les marchés vont essayer de fluctuer dans les jours qui viennent. Il y a leur dynamique propre, je le répète, il y a des flux qui ont été très très violents, et puis il y a les perspectives économiques on est dans un environnement ultra macro aujourd'hui quand même. Tous ces inputs micro qu'on a s'accumulent. Si on arrive au point où le marché dans son ensemble anticipe cette fois vraiment une récession, y compris aux États-Unis, c'est une autre histoire et tout doit être réévalué en fonction plus bas.
Ou est-ce qu'on a envie de voir raisonnablement de bonnes nouvelles aujourd'hui, Frédéric, ou de moins mauvaises nouvelles sur la dimension globale macro, justement ? C'est malheureusement la géopolitique, on n'a pas parlé de Chine encore, et dans ce cas-là, les nouvelles sont mauvaises également. Ouais. De notre côté, et là-bas, les mauvaises nouvelles en Chine sont toujours des mauvaises nouvelles, Frédéric. Il n'y a pas de changement de... Exactement. Alors voilà, pour répondre à votre question, il faut que certaines mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles. Elles allaient commencer à l'être, je pense, en termes de croissance, même le marché immobilier. Des signes de ralentissement macro sont une bonne nouvelle qui en deviennent une mauvaise nouvelle, qui deviennent une bonne nouvelle, dans le sens où la Fed peut peut-être à terme se calmer, réduire le hausse. Moi, un catalyse simple, c'est d'entendre la Réserve fédérale aux États-Unis commencer à parler de hausse de taux de 25 points de base plutôt de 50. On aura compris que la rotation aura commencé et qu'ils peuvent tolérer une inflation qui baisse doucement. Ça aurait été une bonne nouvelle. Ça va peut-être être le cas, mais pour des mauvaises nouvelles. Donc on entre dans un cycle un petit peu différent où sur peut-être certains marchés de taux, ça sera un peu plus, il y aura des opportunités qui pourront se présenter, y compris le crédit sur des maturités courtes, plutôt que les actions qui, elles, anticipent les cash flows futurs à plus long terme et vont devoir réajuster ces prévisions. Les analystes, il y a toujours un petit délai, on va avoir quels sont tous les effets aussi un peu de contagion entre guillemets de ces annonces des retailers hier sur d'autres secteurs, et on peut imaginer un ajustement des marchés actions encore sur plusieurs semaines. Oui, c'est ça. La séquence, c'est obligataire, crédit et actions dans le playbook des investisseurs. Exactement. Pour redevenir peut-être un peu plus constructif sur certaines classes d'actifs. Dernière question, Frédéric, 25 ou 50 points de base, est-ce que c'est une question qui se pose aussi pour la Banque centrale européenne, sans que ce soit un scénario central, mais c'est vrai que le calendrier joue un peu contre la BCE. Le 9 juin, c'est loin, c'est le prochain meeting. Le 21 juillet, c'est encore plus loin. Est-ce qu'il y a une probabilité à mettre pour que la hausse de taux, première hausse de taux de la BCE depuis 2011, soit une hausse de taux de 50 points de base ? Je ne pensais pas, j'avoue, imaginer même la perspective d'une hausse de taux de 50 points de base après avoir connu les expériences de 2008 et 2011, par exemple. Alors, je pense que ça va quand même présenter une opportunité pour les membres un peu plus pragmatiques de la BCE de s'opposer à une hausse de 50 points de base. Mais encore une fois, on est dans un monde différent aujourd'hui. L'inflation est évidemment beaucoup trop élevée en zone euro aussi pour que la BCE la tolère. On est à 3,5 sur l'inflation sous-jacente et on a plutôt tendance à avoir un élargissement des pressions inflationnistes pour le moment. Jusqu'en septembre au minimum, et peut-être au-delà, la pression va être monumentale sur la BCE. Non pas pour durcir la politique monétaire, c'est évidemment la différence pour le coup avec les États-Unis, mais pour enlever le plus vite possible, pendant cette fenêtre de tir effectivement qui pourrait se fermer, tout ce qui est du domaine de l'exceptionnel. Les achats d'actifs, c'est acquis, se termineront en juin, ils seront annoncés, la fin sera annoncée le 9 juin. Les taux négatifs, on irait le plus vite possible à zéro, en espérant ensuite qu'on peut monter encore. Et je crois que des gens comme Olli Rehn, gouverneur finlandais, ont laissé aussi cette perspective ouverte entre les lignes d'une hausse de taux plus forte, plus rapide au début. Il y a deux options. Soit vous êtes vraiment en mode panique, et à mon avis ça peut être contre-productif, ils montent les taux de 50 points de base le 21 juillet et ensuite malheureusement peut-être qu'ils doivent faire une pause. Soit vous vous dites vite, ça veut dire 2 fois 25 ou 3 fois 25 points de base rapidement en juillet, septembre, octobre. Et on verra bien ce qui se passe d'ici là pour peut-être durcir un peu plus la politique monétaire. Mais il y a un changement de calendrier qui est évident à la BCE. Qu'on le veuille, qu'on l'aime, ou non, il faut en prendre compte et ils vont le faire le plus vite possible, à moins que vraiment une catastrophe arrive peut-être malheureusement aussi en Ukraine ou ailleurs. Bon. On verra déjà, le 9 juin, on aura peut-être un peu plus de précision et de détails sur le calendrier et la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous par téléphone, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Poursuivons la discussion de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, comme tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Greg. Bienvenue. Bon, reprenons d'ailleurs les éléments dont on a pu discuter avec Frédéric. Mais c'est vrai que le choc Walmart et Target marque les esprits. On est à la fin de la saison de publication des résultats trimestriels aux États-Unis. Il y a toujours une séquence. Ça commence par les banques. Ensuite, on a les GAFAM et la grande distribution,
la consommation de base a pour habitude de clore les saisons de publication trimestrielle aux États-Unis. Et c'est vrai que jusqu'à présent, finalement, c'était un des rares facteurs positifs, on va dire, dans l'environnement de marché, de se dire les entreprises tiennent parce que ce sont des entreprises mondiales, qu'elles ont une gestion des coûts parfaite, impeccable, et donc les marges sont tenues, même dans une période inflationniste comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Et puis là, l'histoire est en train de changer peut-être. Oui, c'est vrai. On a eu une saison des publications très aseptisée qui nous a rassurés, qui n'a certes pas réussi à freiner la baisse du marché. Non, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça a accompagné, ça a évité peut-être ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire ce bear market un petit peu plus prononcé. Et puis souvenez-vous, en début de semaine, on attendait les chiffres de détail, les ventes aux États-Unis, et puis on avait vu les transferts, on avait vu que les Américains se concentraient sur les choses plus essentielles, l'achat de la voiture, ils allaient moins au restaurant, mais ils reconsommaient. Donc ça a été un peu la douche froide. On ne s'attendait pas à ce que la grande distribution et ces chiffres-là, non seulement ne soient pas bons, mais que le message pour les mois à venir soit assez négatif. Et puis enfin, ce sujet qu'on abordait, mais sans vraiment qu'on mettait un petit peu sous le tapis, la fameuse marge des entreprises, Walmart ou Target l'ont dit, le prix, la hausse des prix, le prix de l'essence, le prix du fret, la hausse des salaires, c'est une accumulation de plusieurs facteurs qui fait qu'on ne sera pas au rendez-vous sur l'année 2022. Et là, les marchés, comme vous le disiez, s'attendaient pas du tout à ce type de conversation, de propos, de communication qui a accueilli tous les investisseurs à froid. Oui, le choc est d'ailleurs d'autant plus fort que le secteur consommation de base, grande distribution, a été vu comme un secteur défensif dans cette phase inflationniste. On l'a vu avec un titre comme Carrefour, par exemple, sur le marché parisien. Walmart et Target étaient des titres qui surperformaient le S&P 500 jusqu'à présent. Ils baissaient moins que le S&P 500. Je crois même que Walmart était légèrement positif depuis le 1er janvier, avant la chute des derniers jours. Et visiblement, le caractère défensif quand on vend des produits essentiels, il n'a qu'un temps. Il n'a qu'un temps, et ce temps semble être révolu aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vous adressez, quand vous écoutez les professionnels de la grande distribution, ils font grise mine. Je parle là dans notre pays. Oui, bien sûr. Les États-Unis. Oui. Mais dans notre pays, je voyais une réponse à un tweet que vous avez fait cette semaine, visiblement d'un professionnel. Les conditions d'exploitation changent très très vite. Il disait que les choses changent. Et effectivement, aujourd'hui, alors que Carrefour était un petit peu protégé par sa situation spéciale, avec théoriquement, on se dit ça ne peut pas baisser vraiment en dessous de 20 euros. Il y aura des acheteurs. Il y aura des acheteurs. C'est peut-être plus 20 euros maintenant alors. Et voilà, donc on est passé un petit peu en dessous. Donc Casino a d'autres problèmes. On n'a pas très envie d'y aller non plus. Donc c'est vrai que tout ce secteur-là, en Europe, va être très vite rattrapé par la patrouille. Donc c'était un îlot un petit peu protégé, surtout Carrefour, avec Alexandre Bompard qui avait fait une mutation du groupe. On reprenait confiance. Eh bien là, on remet un petit peu tout à plat, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. On n'a pas forcément envie d'y aller compte tenu de ce qu'on vient d'entendre sur les États-Unis. Oui, c'est ça. De manière générale, ce risque qui pèse désormais sur les profits, parce que si ça vient de Walmart et Target, autant on peut comprendre peut-être qu'un Netflix, qu'un abonnement Netflix soit pas la priorité aujourd'hui pour le consommateur américain, qui a déjà peut-être beaucoup d'abonnements de streaming, etc. On se dit, quand ça commence à toucher encore une fois des distributeurs de produits essentiels, de produits de base comme Walmart et Target, c'est qu'il va y avoir peut-être des soucis pour d'autres entreprises dont les produits ou les services sont déjà un peu moins essentiels d'une certaine manière. Encore une fois, même question qu'à Frédéric, malgré un sentiment déjà très négatif, malgré des positions déjà très défensives, malgré des baisses de marché substantielles, le risque devant nous est encore important. Oui, je crois qu'il est effectivement... on n'a pas envie d'être contrariant là aujourd'hui. Non, il est bien réel. Aujourd'hui, typiquement, les investisseurs, pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, cette distribution, on ne s'y attendait pas.
les investisseurs n'ont pas envie d'acheter. Ils vont se dire, à qui le tour ? Ouais. Par qui allons-nous être déçus maintenant ? Alors la techno, on le sait, ça fait longtemps. Les banques, c'est un peu entre les deux. On n'a pas trop d'avis. Mais le jour, puisque vous l'évoquiez, les premières publications, c'était les publications bancaires. Et elles ont toutes été globalement plutôt très, très bien ressenties. Mais si ça aussi, ça craque. Donc on n'a pas envie d'aller sur les secteurs qui ont plutôt bien tenu, de peur de les voir partir. Et puis, on a ce qu'évoquait Frédéric Creuset. On a une accumulation. On a les chaînes d'approvisionnement. On a les banquiers centraux. On a l'inflation, on a les taux. Je me souviens, il y a une quinzaine de jours, on disait, ça y est, devant le mur des craintes, on est en train de franchir un premier On était au lendemain de la réunion de la Fed, et Jérôme Powell n'avait pas voulu faire du 75 points de base, etc. Et on s'était dit, effectivement, il y a... Et on avait évoqué ces obstacles, et le deuxième obstacle dans la liste, c'était la Chine, où effectivement on attendait une levée du confinement. On a eu à Shanghai cette levée, et puis on voit que finalement, il ne se produit rien. Et puis on a eu l'occasion de l'évoquer aussi. Après, il y a ce fameux sujet de l'Ukraine. L'Ukraine qui nous concerne plus directement en Europe. On voit qu'effectivement, maintenant qu'il est avéré que les pays occidentaux vont armer fortement et durablement les Ukrainiens dans le cadre du conflit, c'est donc un conflit que l'on espérait humainement, voire traiter humainement rapidement, mais où là, maintenant, on se dit que ça va avoir une incidence longue, durable, et que la solution n'est pas pour demain. Donc, humainement, c'est dramatique, et économiquement, puisque... bien sûr, c'est notre sujet. Oui, bien sûr, c'est notre sujet. Économiquement et financièrement, eh bien, c'est un poids lourd une chape de plomb qui va continuer d'être accrochée à nos pieds pendant de nombreux mois, vraisemblablement. Donc voilà, on est dans une situation où c'était assez simple jusqu'à il y a quelques temps. C'était soit des résultats, soit un problème, soit Trump qui s'engueulait avec les Chinois ou avec la Corée du Nord. Bon, et puis ça passait. Ça passait très vite. Ça passait très vite. Mais là, on est sur du lourd, on est sur des problèmes sérieux. On sort d'une saison de publication qui est au top, globalement, et on a un peu peur que devant nous s'ouvre toute une période indécise, incertaine, et que même si on était prudent, même si on avait fait du cash, aujourd'hui on se dit, est-ce qu'il ne faut pas en faire encore un petit peu plus, parce que faire le dos rond, c'est une chose, mais peut-être qu'il va falloir le faire et que les coûts sont encore à prendre. Voilà. Et comme le pire n'est jamais sûr, on est effectivement tout vendre, mais c'est une situation très complexe. Même après déjà 10, 15, 20% de baisse, c'est compliqué d'être contrariant aujourd'hui, ou de se dire c'est peut-être le point bas. Je donne juste un peu de perspective sur les résultats attendus au sein du stock 600 en Europe. Les chiffres du jour là, qui sont apportés notamment par les équipes de Société Générale CIB dans leur publication du jour. Donc on attend en moyenne pour les entreprises européennes une progression de 13,6% des EPS, des bénéfices par action cette année en Europe. Donc il y a évidemment un effet important lié au secteur énergétique, tout ce qui est en lien avec même les commodities en général, énergie, matières premières, agricoles et autres, etc. Et donc si on enlève ces secteurs-là, on se retrouve quand même avec des attentes qui sont toujours des attentes de progression à plus de 7,5% pour les profits des entreprises européennes cette année. Oui, c'est formidable. C'est formidable, mais on est le 19 mai, on n'est pas le 31 décembre. Voilà. Et on fera le compte à la fin de l'année, effectivement. Mais c'est un chiffre qui va peut-être être débattu, discuté par les investisseurs. Ça va être certainement débattu, mais je pense qu'il va être débattu avec flegme et distance, mais que ça ne sera pas un signal qui sera envoyé aux investisseurs pour rentrer. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'être beaucoup plus prudent. On va préférer attendre et rater quelques mouvements de hausse plutôt que de se dire qu'on fait des achats à bon compte, comme j'ai pu le lire de la part d'intervenants qui viennent nous parler, comme on a pu le dire vraisemblablement aussi, et puis les journalistes aussi qui disent hier c'était des rachats à bon compte. Mais aujourd'hui les rachats à bon compte, ça veut dire quoi? Je pense que c'est trop tôt pour ça dire tient quelques heures, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois,
pour ceux qui sont un peu tactiques, il y a des investisseurs actifs qui aiment bien profiter de la volatilité des marchés. Effectivement, dans les phases de grands bear market, on a des rebonds. On faisait le point hier, après l'éclatement de la bulle de 2000, donc il y a 2-3 ans de bear market derrière, le Nasdaq perd 75%, mais dans ces quelques années-là, on a 8 fois un rebond de 20% et plus du marché américain. Donc c'est quand même pas rien, effectivement, mais là, on le voit pas. Enfin, je veux dire, le rebond tient quelques heures au mieux et il est effacé dans les heures qui suivent. Exactement, et on voit déjà les futurs cet après-midi à New York qui sont encore négatifs. Demain, séance des 3 sorcières, donc l'échéance des contrats futurs. Donc on va avoir encore une séance animée, même quand on a un environnement plus serein. Les échéances de contrats sur les 3 sorcières, c'est quand même quelque chose de marquant. Demain, avec les volatilités qu'on a actuellement, risque, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas envie d'acheter avec l'échéance des contrats demain. Et plus généralement, on considère qu'on a déjà bien recentré les portefeuilles. Ouais. D'ailleurs, les réactions sont peu importantes. Alors c'était ma question. Ouais. Les investisseurs restent quand même sereins. Ouais. Oui, parce que vous leur avez fait faire du cash. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont confortables aujourd'hui avec le cash qu'ils ont pu faire quand même ces dernières semaines ou ces derniers mois. Oui, ils ont fait du cash, mais effectivement, même si on a fait du cash, oui, on reste dans le marché quand même. Sur des technos américaines, on a beau avoir du cash, on n'est pas compétitif même par rapport à un CAC qui perd moins 13. Ouais. Donc c'est vrai que ça reste compliqué, et heureusement qu'on avait fait du cash. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je note, et puis ça c'est peut-être l'avantage du temps et de l'expérience, c'est que les investisseurs eux-mêmes, comme vous le signalez tout à l'heure, ont l'habitude des rebonds rapides qui suivent les crises. Ouais. Sauf que cette fois-ci, quand ils veulent investir, on les freine, on leur dit « Attendez, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. On n'a pas un sujet sur la table, on en a 4 ou 5. » Et les 2 premiers qu'on commençait à mieux appréhender, finalement, ils reviennent sur le dessus de la pile. Parce que on attendait un gros redémarrage en Chine avec le déconfinement, mais il n'y a pas de gros démarrage. Après, si par hasard, à un moment, il y a un gros redémarrage, il y aura à nouveau une envolée du prix du pétrole, et donc il y aura à nouveau d'autres soucis pour les marges des entreprises. Enfin, tout se tient, tout est très très compliqué. Et comme l'évoquait Frédéric à un moment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des forces contraires qui nous desservent et qui desservent les entreprises et l'environnement macroéconomique. On est obligé de composer avec tout ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien avoir un discours et un message plus positif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait suicidaire que de dire à des investisseurs « faites vos achats à bon compte ». Le seul moment où ils peuvent le faire, c'est de mettre un doigt dedans en se disant « j'ai 3 ans devant moi, 2 ans devant moi ». Mais la spéculation... Il faut accepter de la volatilité entre-temps. Il faut accepter de la volatilité, il faut accepter de remettre un doigt dedans quand ça rebaisse encore, mais se dire ce que je construis aujourd'hui, c'est pas pour les 3 mois, 6 mois ou 1 an. Ça peut être peut-être beaucoup plus long que ça, même si à terme, forcément, bien sûr. Oui. Mais c'est pas on parle du présent. Voilà. Oui. Les horizons de temps sur les marchés, vous les connaissez, 3, 6, 9 mois, et puis après, effectivement, on peut regarder sur 12, 18, 24 mois, voilà, mais chacun a des horizons de temps bien définis, et là, sur les prochains mois, effectivement, l'ambiance, en tout cas, on imagine une ambiance qui puisse rester largement compliquée. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.